Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de Cuba. Je vais poursuivre mon panorama de la stratégie Trump qui consiste à reprendre le contrôle de son hémisphère, c'est-à-dire l'hémisphère ouest, ce qu'on appelle le Western Hemisphere, qui est en gros les Amériques et les Caraïbes. Et là, Cuba est particulier parce que c'est un pays qui a une longue relation avec les États-Unis, en fait depuis le 19e siècle. Et par exemple, je ne vais pas vous faire une histoire de Cuba parce que ce serait long. D'ailleurs, à ce propos, il y a un très bon documentaire sur Netflix qui s'appelle The Cuba Libre Story. Et ça résume en 8 épisodes d'à peu près 1 heure chacun toute l'histoire de Cuba depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Donc, on pourra noter une certaine orientation de gauche des intervenants, de la plupart des intervenants, mais c'est quand même intéressant parce que ça permet d'avoir une idée de l'histoire de Cuba. Alors, justement, l'indépendance de Cuba en 1898, c'est grâce aux Américains. C'est les Américains qui interviennent militairement à Cuba pour justement, disons, libérer les Cubains, entre guillemets, du joug des Espagnols. Cuba était une colonie espagnole. Donc oui, comme tout libérateur, on pose ses valises et puis on commence un peu à imposer son système. C'est assez normal, c'est comme ça que ça marche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis ont une enclave dans le sud-est de Cuba qui s'appelle Guantanamo, qui est célèbre parce que c'est une base navale et puis on y a mis des prisonniers pendant un moment. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont une présence physique, enfin militaire, à Cuba. Donc c'est l'événement fondateur, je dirais, des relations entre les États-Unis et Cuba. Il y a eu évidemment la révolution castriste dans les années 50-60, qui a provoqué donc un embargo à partir de 1960, donc de Cuba par les États-Unis. En 62, il y a eu les crises des missiles. C'est cette célèbre crise où les Russes avaient installé des missiles balistiques à Cuba. C'était intolérable pour les Américains. Donc il y a eu on était à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale, la vraie, pas celle qu'on raconte aujourd'hui pour faire peur aux gens, mais là c'était vraiment du sérieux et heureusement il y a eu une désescalade parce que on a fait pression, on avait des gens rationnels des deux côtés, les Russes à l'époque même communistes étaient rationnels, ils connaissaient leurs limites et les Américains aussi, donc on a quand même frôlé la catastrophe, mais à l'époque on avait encore des gens, comme je dis, rationnel et réaliste. Ensuite, en 1980, alors là encore, ça touche les relations Cuba-Amérique, États-Unis, je dirais, c'est l'exode de Mariel. Alors vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Oui, l'exode de Mariel, alors c'est très bien décrit dans un film que vous avez dû sûrement voir plusieurs fois, c'est Scarface avec Al Pacino. C'est le générique du film. C'est les premières minutes du film où on voit justement des images d'archives de cet exode de Mariel où 125 000 Cubains ont quitté par bateau Cuba pour aller aux États-Unis et donc les familles des Cubains qui étaient installés à Miami avaient affrété des tas de bateaux, même des petits bateaux de plaisance pour aller chercher les gens et Castro avait forcé ces gens-là à prendre n'importe qui, notamment des malades mentaux, des prisonniers, des anciens délinquants, dont, c'est exactement le thème de Scarface. Bon, voilà, pour ceux qui est Tony Montana, etc. Bon. Bref, mais ça ne veut pas dire que tous les Cubains qui ont été ramenés par l'exode de Mariel étaient des délinquants ou des trafiquants de drogue ou que sais-je encore. Bon, pas du tout même. Mais ça a été un moyen pour les Cubains on va dire, de purifier leur révolution en disant on va se débarrasser des gens dont on n'a pas besoin, qui peuvent représenter un danger pour la pureté de la révolution communiste, la révolution cubaine, castriste. Donc on va les envoyer aux États-Unis.
Bon, donc c'est aussi c'est intéressant parce que le cinéma en parle et en parle de façon assez brutale et assez on va dire cash. C'était comme ça. Il y a pas de raison d'enjoliver la réalité. Alors bien sûr, il y a eu donc beaucoup d'émeutes, les pénuries liées notamment à l'embargo, mais pas seulement. L'économie cubaine était basée sur la canne à sucre, le tabac, donc c'est des denrées alimentaires ou des denrées qui sont quand même importantes, mais qui permettent pas de faire tourner l'économie d'une île. Surtout si on a besoin d'énergie et qu'on peut pas apporter beaucoup de pétrole, à cause de l'embargo. Bon, c'est compliqué, c'est mal géré parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie et de corruption, évidemment comme tout régime communiste. Et donc ça a provoqué une crise économique et sociale qui n'a pas pu être résolue depuis presque la révolution communiste. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Parce que on parle pas trop de Cuba en ce moment, même si un article est paru aujourd'hui sur Cuba justement, et la question qui se posait, est-ce que Cuba sera libre bientôt, hein? Vous connaissez Cuba Libre, c'est assez connu comme thème, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Cubains de Miami, donc et je les salue, je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent. Les Cubains de Miami envoient de l'argent à leur famille à Cuba, et cet argent leur permet d'acheter des biens, notamment de la nourriture ou des biens de consommation courante, dans des magasins d'État. Là encore, c'est une caractéristique des États communistes, c'est que vous avez, si vous voulez avoir quelque chose rapidement, il faut payer le prix, mais dans des magasins d'État. Donc, et c'est grâce à ça, si beaucoup de familles à Cuba peuvent survivre, grâce à leurs familles qui sont établies à l'étranger, et notamment ici aux États-Unis, à Cuba. Donc ça permet aussi, c'est une source de devises pour le gouvernement, parce qu'évidemment on envoie des dollars, et avec ces dollars, les gens peuvent acheter. En fait, ça marche d'une façon assez intéressante. Il y a un système où on envoie l'argent au magasin au nom de, je sais pas moi, Monsieur Lopez ou Madame Gomez ou je sais pas quoi, et cette personne se présente au magasin, elle a un crédit de tant d'argent, d'argent cubain, de monnaie cubaine, et c'est comme ça que ça marche en fait. Et c'est un système qui me paraît intelligent, mais c'est un système de survie, c'est pas un système libéral où on va dans n'importe quel magasin, on achète ce qu'on veut, c'est comme ici ou en Europe. Donc, comme je l'ai dit, il y a une pression intérieure. Les gens en ont marre, ils veulent plus de confort matériel, ils veulent plus de liberté, plus de démocratie. Et donc il y a un changement, il y a une pression intérieure, mais aussi une pression extérieure exercée notamment par le gouvernement Trump. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils voudraient un changement à la vénézuélienne, c'est-à-dire on fait sauter le leadership cubain et on le remplace par une transition où on pourrait s'accommoder avec l'armée, une partie de la bureaucratie, comme une transition en attendant d'avoir une vraie réforme. Mais pour l'instant, on cherche pas un changement de régime, c'est-à-dire à effacer complètement le régime actuel, parce que c'est pas possible. C'est un régime qui est très ancien, puisque ça date des années 50-60, mais on peut doucement faire une transition et injecter un petit peu plus de liberté et un peu plus de libéralisme économique, notamment si on lève les sanctions économiques ou l'embargo de Cuba par les Américains, on peut faire venir des biens, on peut relancer la machine économique cubaine. On peut imaginer que Cuba redevienne un peu plus prospère. Et ça profitera à tout le monde. Mais la condition pour ça, c'est que Cuba
rompre ses relations, notamment économiques et politiques, avec la Russie et la Chine. Donc, alors je ne sais pas si c'est possible ou envisageable pour le moment, mais c'est la stratégie de Trump. Trump veut éjecter les Russes et surtout les Chinois de son périmètre, de son hémisphère. Et donc, c'est la condition pour que Cuba reprenne une relation normale avec les États-Unis, ce qui serait extrêmement bénéfique pour tout le monde. Alors évidemment, il ne s'agit pas de recréer le Cuba des années 40-50 avec les casinos, la mafia, etc. Bon, il y a plein de films là-dessus, mais simplement de donner une impulsion sur la plus grande île des Caraïbes et un voisin des États-Unis, puisque Cuba, la Havane est à 145 km de Key West, c'est-à-dire le point le plus au sud des États-Unis et de la Floride. Donc quand vous allez à Key West, il y a une borne et vous regardez vers le sud-ouest et il y a la Havane au bout à 145 km. Alors vous le voyez pas, mais vous imaginez que c'est à même pas 1 heure de bateau ou peut-être 2 heures de bateau, peut-être un petit peu plus parce que c'est quand même assez loin. Mais disons qu'on n'est pas très loin, c'est un voisin. Donc c'est pour ça que, pour moi en tout cas, je pense que Cuba a tout à gagner à changer progressivement de régime, et de toute façon ils n'auront pas le choix puisque c'est le souhait des Américains et de beaucoup de Cubains eux-mêmes. Bon, maintenant, dans quel format ça sera fait, ça reste inconnu et on pourra pas le savoir avant que les choses commencent à bouger réellement là-bas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture et puis à très très bientôt.